Bonjour à tous, je suis pas Pauline Georgel, je suis Léo Lemordant. Merci de vous être connectés, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, on a fait les tests et tout devrait bien se passer. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en question. Benjamin Kratz, bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Kratz de la société Montant Solar et puis voilà, on est ravis de vous accueillir ce soir. Pour ma part, je vais pouvoir vous présenter un peu le projet, l'avancement du chantier et puis voilà, pour que vous en sachiez plus notamment sur la société Montant Solar et le projet. J'ai pas de retour de mon côté, c'est un peu bizarre, donc je reteste avec mes écouteurs. Je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez tous? Benjamin, est-ce qu'on m'entend? Moi, je vous entends, aucun problème. Ah oui, j'ai résolu le problème, c'est bon. Très bien. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue encore une fois. On attend encore quelques minutes les retardataires. Alors, ce soir, pour cette réunion d'information, nous avons des personnes qui sont, pour les unes, je crois, qui connaissent très bien Enerfip, et pour les autres, pas du tout. Donc, on va essayer de satisfaire tout le monde en commençant d'abord par une présentation un peu générale de la plateforme Enerfip. Ensuite, nous passerons à la présentation du projet de Diesen Porcelette par Benjamin Kratz. Et pour finir, on présentera la collecte qui est sûrement le plus intéressant pour tout le monde, même si le projet, c'est essentiel de bien en appréhender tous les aspects pour pouvoir éventuellement prendre la décision d'investir ou non. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas trop familiers de tous ces outils numériques de webinar, vous avez l'opportunité de poser des questions. Donc, il faut cliquer sur l'onglet questions et puis saisir la question que vous souhaitez poser. On essayera de les prendre toutes, pas forcément dans l'ordre, le plus possible. N'hésitez pas à poser au fur et à mesure de la présentation vos questions, qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Et voilà. Et sinon, on aura un moment d'échange à la fin de la présentation. On commence, Benjamin, on attend encore quelques minutes les retardataires. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement, je pense. Allez, on y va. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas Pauline Georgel, je suis Léo Lemordant, président de la plateforme Enerfip et cofondateur. Et donc, je vais vous introduire un peu le sujet de ce soir. Benjamin Kratz, c'est lui chef de projet chez Montant Solar, le porteur de projet du projet Diesen Porcelette. Et donc voilà. Comme je vous le disais, le sommaire, pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons commencer par présenter rapidement Enerfip pour que vous ayez en tête qui on est, d'où on vient, etc. Puis Montant Solar et enfin la collecte Diesen Porcelette avec tous les paramètres de la collecte notamment, ses caractéristiques, et éventuellement les risques et la fiscalité qui sont souvent des questions qui intéressent les gens qui souhaitent investir. En chiffres, Enerfip, c'est une plateforme spécialisée dans le financement participatif de projets de la transition énergétique, donc l'éolien, le solaire, la méthanisation également, et l'efficacité énergétique. Et on a financé à ce jour 180 projets depuis 2015, ce qui représente quasiment 60 millions d'euros. Et il y a 22 000 membres de la communauté Enerfip qui participent
activement ou non, hein, aux collectes. C'est une société qui a 19 collaborateurs et qui est basée à Montpellier. L'idée d'Enerfip, c'est de permettre à tout à chacun de devenir acteur de la transition énergétique. Alors, quand on dit ça, ce n'est pas une vue de l'esprit du tout, puisque participer à une collecte, c'est possible à partir de 10 € seulement. Et donc, ce qu'on souhaite créer, c'est vraiment un espèce de circuit court appliqué à l'épargne qui permettrait aux citoyens de savoir où va leur argent. Il y a aussi cette idée que les énergies renouvelables sont des énergies qui exploitent des biens communs, le vent, le soleil. Et donc, c'est normal que les riverains des projets qui ont les désagréments, par exemple, de la construction des projets, voilà, ils sont sur place, c'est normal qu'ils aient des retombées économiques très concrètes de ces projets-là. Et on s'est rendu compte que ça favorisait l'acceptabilité des projets auprès des riverains, ce type de financement participatif. Enfin, une grande idée force d'Enerfip, c'est de pouvoir faire de la pédagogie sur la transition énergétique. Les fondateurs d'Enerfip, on est des gens du secteur des énergies renouvelables. Moi, j'étais ingénieur en hydroélectricité, et donc mon travail, c'était de développer des projets hydroélectriques. Et donc, on a à cœur tous de faire partager notre vision de l'énergie et de sensibiliser la population sur ces problématiques d'énergie et de transition énergétique, de changement climatique, etc. Et on espère que le financement participatif participera à cette transmission de connaissances et de savoir. Benjamin, suite à cette petite présentation d'Enerfip, je te laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, et puis vous aurez l'opportunité jusqu'à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions sur Enerfip, on pourra y revenir. Tout à fait. Donc, pour vous présenter brièvement Montant Solar et d'où on vient, si vous voulez, on est une entreprise qui a été fondée, donc je dirais un consortium entre plusieurs entreprises, notamment la société RAG Montagne Immobilienne, qui est une société donc, qui s'occupe de la gestion de la réhabilitation et le développement de friches minières, notamment en Sarre. Et puis une autre société, donc une grosse société de développement, de construction et de maintenance de centrales photovoltaïques à l'international, qui est la société Virkon, ces deux sociétés se sont associées à deux petites sociétés qui sont MMR et Grosses pour fonder Montant Solar, avec pour but de développer du coup des centrales photovoltaïques, à la fois donc dans un premier temps en Sarre, en Allemagne, mais également maintenant en France, sur des friches minières ou de façon plus générale sur des friches qui sont voilà, ce qu'on appelle des sites complexes. À l'heure actuelle, donc l'actionnariat voilà, a un peu bougé. Virkon a racheté en fait les parts de Montagne Immobilienne dans notre société. Et à l'heure actuelle, du coup, les deux actionnaires principaux de notre entreprise sont MMR et Virkon, donc qui est largement majoritaire au niveau de l'actionnariat à l'heure actuelle et qui nous soutient à la fois dans le développement, mais aussi dans la construction de nos centrales. Alors, je vous le disais, nos principales références sont sur friches minières, c'est-à-dire que l'ensemble des centrales qu'on a construites à l'heure actuelle en Allemagne, à savoir notamment en Sarre, sont sur des friches minières pour une surface d'environ 70 hectares, avec une puissance de près de 37 MW et un investissement assez considérable de 41 millions d'euros. On a une dizaine de friches minières qui ont été développées donc, en Sarre. Et on peut peut-être passer à la slide suivante. À l'heure actuelle, si vous voulez, on a basculé de l'autre côté de la frontière vers la France, puisque en France également, on a des friches minières que nous, on souhaitait développer et rentabiliser avec donc, ces trois projets qu'on est en train de développer, et notamment le Tell-Vendel qu'on a fini de construire. Donc le Tell-Vendel, c'est une centrale qu'on a fini de construire, qui est mise en service depuis septembre de cette année, qui a également fait l'objet d'un financement participatif d'ailleurs.
Et donc, à côté de Terry-Vandel, on a la centrale de Diesen-Porcelet, donc c'est l'objet de cette conférence aujourd'hui, qui est en cours de construction. Et donc, la fin de la construction s'approche. Et la dernière centrale, qui est celle du bassin Saint-Charles, sur la commune de Petite-Rosselle, qui est en cours de développement et devrait être construite d'ici l'année prochaine. Donc, par rapport au projet Diesen-Porcelette, il s'est situé en fait sur le banc donc, des communes de Diesen et Porcelette, à côté de la commune de Saint-Avold, donc encore une fois sur une friche minière. Diesen-Porcelette, c'est environ une quarantaine de kilomètres de Metz, pour ceux qui ne situeraient pas forcément. Donc, la société qui porte le projet, en fait, c'est la société PSTWSAS. Si vous voulez, Montant Solar, en fait, développe le projet via une société qui s'appelle la PSTWSAS, qui elle-même détient, en fait, donc les titres relatifs au projet, donc à la fois de Terry-Vandel qui est construit et de Diesen-Porcelette qui est en cours de construction. Donc, par rapport au projet plus spécifiquement, le projet de Diesen-Porcelette, c'est un projet donc, qui est lauréat de l'appel d'offres Creux 4.2. Donc, il faut savoir que grâce à cet appel d'offres-là et le fait qu'on ait été désigné lauréat, on a un prix de l'électricité qui est garanti pendant 20 ans. Donc, c'est une grosse stabilité pour nous. Je pense qu'il y a peu d'entreprises qui, à l'heure actuelle, sont en mesure de dire je vais pouvoir vendre mes produits pendant 20 ans à un prix fixe. Nous, on a cette assurance-là qui nous permet de revendre l'électricité pendant 20 ans à un prix qui nous est donné d'ores et déjà. Donc, c'est une grosse assurance pour nous. Il faut savoir que c'est un projet qui est depuis assez longtemps dans les cartons. On a eu un premier permis de construire en 2012 et donc toute une évolution, je dirais, voilà, une optimisation ensuite du projet qui a fait qu'en 2020, on a un nouveau permis de construire qui a été délivré et c'est sur la base de ce permis de construire, donc on est en train de construire la centrale photovoltaïque. Comme je vous disais, c'est une centrale photovoltaïque, donc encore une fois sur une friche minière, à savoir que c'est un ancien parc de stockage de charbon, voilà, qu'on est en train de réhabiliter pour le coup. Cette centrale-là, donc, elle fait 17 MW crête. Donc, pour être plus précis, c'est l'équivalent de 44 000 modules photovoltaïques. C'est quand même considérable. Il faut savoir que c'est un peu plus de 20 hectares qui sont recouverts par les panneaux photovoltaïques. On a plus de 18 000 MWh par an qui sont produits, ce qui correspond à plus de 7 600, l'équivalent de la consommation électrique de plus de 7 600 personnes qui résident en France hors chauffage. Donc, c'est à peu près, si on prend les communes de Diesen et Porcelette, c'est près de 5 fois la consommation électrique de ces communes-là. Donc, elles seront, grâce à ce parc photovoltaïque, largement autonomes en électricité. Donc, pour nous, voilà, c'est quand même très intéressant également pour les communes de pouvoir se dire qu'elles sont autonomes en énergie grâce à ce parc. Il faut savoir également que c'est du coup, si on compare par rapport à des énergies fossiles, c'est près de 10 000 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année, donc par rapport à des sources plus polluantes. Et en termes d'investissement, ce projet, du coup, donc c'est environ 13,5 millions d'euros d'investissement à la fois apporté via donc, la banque, mais également Montant Solar et le financement participatif. Donc, par rapport au calendrier, on a bien avancé dans la construction. Globalement, il faut savoir que, donc, comme je disais, c'est un projet qui a mis assez longtemps à voir le jour, notamment du fait, voilà, on avait un permis de construire, il y a eu les sociétés qui détenaient le projet auparavant n'étaient pas en mesure, en fait, ou n'ont pas trouvé, je dirais, les moyens de le construire. Nous, on a repris tout ça, en fait, on a repris tout ce dossier. On est passé on a réussi à décrocher donc l'appel d'offres de la Creux en juillet 2017 et on a pu enfin démarrer la construction donc en septembre 2020, qui est, du coup, je le disais, bien avancé. On espère pouvoir raccorder le projet, enfin la centrale photovoltaïque au réseau d'ici décembre pour pouvoir donc la mettre en service d'ici février 2021. Donc
voilà par rapport au projet. Je vais peut-être laisser Léo reprendre la main sur l'aspect financement participatif. Oui, merci. Donc, je reprends la main sur l'aspect collecte. Aujourd'hui, Montant Solar propose ce financement participatif sous forme d'obligation convertible. Donc, l'obligation convertible, c'est un titre de dette, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à la société qui s'engage à vous le rembourser au bout de 4 ans et avec un taux d'intérêt annuel tous les ans de 5% sur le montant que vous aurez prêté. Le taux d'intérêt est fixe et tous les ans, vous toucherez donc 5% du montant que vous prêterez. À l'issue des 4 ans, Montant Solar s'engage à vous rembourser ce qui vous a été emprunté. Et voilà. On dit que c'est convertible parce que si jamais Montant Solar ne vous remboursait pas, vous deviendrez propriétaire de l'actif, c'est-à-dire des parts de la société qui a émis les titres, à savoir PSTW. Donc, vous deviendrez actionnaire de ce parc et dans ce cas-là, il y a toute une procédure qui permettrait de recouvrir le montant investi. Donc, il reste 32 jours pour investir, hein, ça laisse un peu de temps pour réfléchir. Comme je le disais tout à l'heure, l'investissement minimum est de 10 € et le montant total qui est ouvert est de plus d'1 million d'euros. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pouvez investir par tranche de 10 € et cet investissement est ouvert au livret PEA-PME. Donc, c'est un livret qui permet de défiscaliser les intérêts. Selon le montant que vous souhaitez investir, ça peut être intéressant ou non parce qu'il y a quand même pas mal de frais sur ce type de produits qui sont proposés Donc, les frais qui s'appliquent dans le cadre d'un investissement PEA-PME peuvent être non rentables. Il n'y a pas de frais sur Enerfip, mais il y a des frais sur ce type de placement. J'ai eu une question sur les risques dans les commentaires et on y vient. L'investissement qu'on propose ici n'est pas du tout garanti. Faut le savoir, c'est pas un livret A. Par contre, on est capable de mesurer ce risque et de voir si. Après, c'est à chacun de faire son calcul, mais les risques sont quand même relativement limités sur ce type de projet, sur ce projet-là en particulier. Il y a 5 risques en général qu'on mentionne sur ce type d'investissement. Le premier, c'est la perte totale en capital ou partielle en cas de non-remboursement des obligations. Alors, en l'occurrence, Montant Solar, c'est une société qui a pignon sur rue et qui est de très bonne réputation et qui propose des obligations convertibles. Donc, s'ils venaient à ne pas vous rembourser, ils perdraient le fruit de leur investissement. Le risque de contrepartie, ce qu'on appelle le risque de contrepartie, c'est à qui Montant Solar va vendre l'électricité. Dans le cas présent, il s'agit d'EDF, Électricité de France. EDF, c'est une société qui ne devrait pas faire faillite d'ici la fin de l'investissement, c'est-à-dire 4 ans. Les contrats de vente à EDF sont encadrés par l'État et le tarif de vente est déjà défini aujourd'hui pour toute l'exploitation du projet, pour 20 ans. On a eu la question dans les commentaires. On dit qu'il y a une assurance du prix de revente sur 20 ans. Qu'en est-il aujourd'hui avec la volonté de l'État de renégocier les tarifs d'achat d'anciens projets? Alors, c'est une question qui est pertinente puisqu'on a vu dans les journaux, et puis il y a le décret qui est passé il n'y a pas longtemps, ça avait été voté à l'Assemblée nationale même, que l'État a été revenu sur des engagements qu'il avait pris dans les années 2010 sur les tarifs de centrales de plus de 250 kW à l'époque, et il veut renégocier. Donc effectivement, il y a cette incertitude aujourd'hui, on peut pas le nier. Quand Montant Solar investit en France sur 20 ans, faut qu'ils aient quand même confiance dans la capacité de l'État à tenir ses engagements, comme un agent normal de l'économie.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une petite… la confiance est un peu ébranlée. Alors, toutefois, pour ce qui vous concerne, vous, les investisseurs qui décideraient quand même d'investir sur ce projet, il y a beaucoup d'arguments qui vont à l'inverse. Le premier argument, c'est quand même que vous investissez non pas sur 20 ans, mais sur 4 ans. Et il y a quand même de très faibles probabilités que le projet, qu'il y ait une renégociation des contrats d'ici 4 ans, puisque aujourd'hui, les tarifs sur lesquels s'engage Montant Solar, le niveau de subvention est relativement faible. Benjamin, je ne connais pas exactement, je me souviens plus exactement du tarif sur ce projet-là, mais aujourd'hui, on est quasiment à la parité réseau. Il y a très peu de subventions, surtout sur des grands projets 17 MW comme ça, c'est tarif extrêmement compétitif. Donc, l'État n'a pas beaucoup à payer en termes de subventions pour que le projet se réalise. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison non plus qu'ils reviennent sur le tarif ou que ça mette complètement par terre l'économie du projet. Donc, on est aujourd'hui plus du tout dans la même situation qu'il y a 10 ans où l'État subventionnait de manière complètement démesurée. Et d'ailleurs, bon, c'était comme ça et ça fait l'objet d'un moratoire assez violent à l'époque. Mais on n'est plus du tout dans cette situation. Et aujourd'hui, les projets solaires de grande puissance comme celui de Diesen-Pourcelette sont quasiment viables en soi-même, quoi. Donc, c'est pas en tout cas dans ma perspective, je ne crois pas que ce soit un sujet pour ce type de nouveau projet. Mais c'est vrai que la question qui a été posée dans les commentaires est pertinente à ce titre-là. Ça pourrait être… Alors, il nous répond, bien que l'investissement soit sur 4 ans et non 20 ans, la renégociation risque-t-elle pas fragiliser les développeurs? Oui, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Alors, je ne pense pas que Montant Solar soit… donc, je finis de lire la question pour tout le monde. La renégociation ne risque-t-elle pas de fragiliser les développeurs plus que le projet en lui-même et donc les capacités de remboursement du développeur? C'est vrai, certains développeurs peuvent être engagés sur des montants excessivement importants sur les projets qui sont visés par le retour sur les tarifs. Ça concerne que 0,5% des projets, quand même. C'est relativement limité. Ça fait beaucoup de bruit parce que c'est c'est une décision très importante, mais ça concerne très peu de projets en France. Et je ne pense pas que ça concerne Montant Solar dans tous les cas. Et même si ça concernait Montant Solar, l'investissement s'effectue au niveau d'une société projet qui est en dessous du développeur et qui, si je retourne sur le montage, qui est très important à ce niveau-là, vous investissez, enfin la société qui emprunte, c'est bien PSTW SAS et ce n'est pas Montant Solar. Et PSTW SAS, c'est une société qui détient les deux actifs. Donc, ce n'est pas vraiment le porteur de projet ultime tout en haut, la holding Montant Solar qui est le vrai créancier. Le vrai créancier, c'est PSTW. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça réduit fortement le risque de défaut global sur cet investissement. Et voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'analyse qu'on a fait, nous, Enerfip. Après, chacun est libre de faire son analyse propre également. Il n'y a pas de vérité ultime. Après, comme vous le disiez, Léo, pour nous, déjà, à l'heure actuelle, ce qui est renégocié, donc c'est les tarifs de rachat sur des projets qui étaient avant le moratoire. Donc, il faut bien savoir que typiquement, ces projets-là, donc Diesen-Pourcelette, on n'est pas du tout concerné. C'est un projet qui a été désigné lors de l'appel d'offres de 2017. Donc là, on n'est pas concerné par cette renégociation. Si renégociation il devait y avoir dans le futur, déjà, nous, on est clairement contre une renégociation qui a lieu finalement de façon rétroactive, ce qui effectivement est quand même relativement négatif. C'est un signal quand même relativement négatif envoyé aux développeurs de projets. Si on s'engage à quelque chose, normalement, on est censé le respecter. Nous, on fait confiance à l'État pour respecter ses engagements à ce niveau-là. Donc voilà. Si jamais, effectivement, il y avait une renégociation, nous, dans tous les cas, ça ne remettrait pas en cause le projet ni l'économie du projet. Alors, certes, on perdrait en marge sur le projet, mais on a dans tous les cas tout un tas de mécanismes
de sécurité à ce niveau-là pour être certain qu'on sera toujours, entre guillemets, voilà, qu'on ne sera pas la tête sous l'eau et qu'on ne sera pas, voilà, qu'il n'y ait pas un risque à cause de cette éventuelle renégociation. Faut savoir aussi que, notamment la banque, demande de grosses garanties sur ce type de projet pour être certain qu'on sera toujours en mesure de rembourser ce prêt-là. Donc voilà, on a tout un tas de mécanismes de sécurité qui permettront d'absorber ce risque-là si jamais il était amené à émerger. Et en aucun cas, ça remettrait en cause le remboursement qu'on ferait à la fois aux actionnaires, à la banque et aux investisseurs sur Inafip. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Les autres risques qu'on mentionne régulièrement sont les risques juridiques et réglementaires et fiscaux. Là, c'est pas le cas sur ce projet puisque le projet est purgé de tout recours et il est même en phase de fin de construction. Donc même les risques de construction sont quasiment nuls. Hein. Benjamin avait des photos, mais malheureusement elles sont pas super belles de la construction, donc on les a pas ajoutées au PowerPoint, mais le projet est quasiment fini et donc il y a pas de risque de construction à proprement parler. Et quant au risque de financement, c'est plutôt pour des projets très en amont où le financement bancaire n'est pas complètement finalisé. Et encore une fois, sur ce projet-là en particulier, ce risque est purgé puisque une banque s'est positionnée pour le financer. Du côté de la fiscalité de votre investissement, les intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu, sauf dans le cas où vous investissez par un livret PEA-PME et éventuellement, sauf si vous investissez à travers une personne morale. Il y a certaines personnes qui investissent à travers, par exemple, des holdings personnels, financières, enfin bref. En tout cas, pour le cas général d'un investissement par personne physique, c'est l'impôt sur le revenu qui s'applique et le prélèvement forfaitaire unique, qui se décline d'un côté sur 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de prélèvements libératoires à l'impôt sur le revenu. Encore une fois, il n'y a pas de frais pour les investisseurs qui vous sont prélevés. Donc, le taux d'intérêt qui est proposé, c'est celui que vous allez toucher, modulo l'impôt sur le revenu. J'ai fait le tour du côté collecte. Si vous souhaitez avoir si vous avez plus de questions suite à ce webinaire, n'hésitez pas à contacter notre service client qui répond en semaine sur les horaires normales de bureau au numéro qui figure sur le PowerPoint, à 04 119 34 111 ou un petit mail à serviceclient@enerfip.fr. Valérie, Pauline, qui devait assurer le webinaire que j'ai remplacé, et Maëva vous répondront et ça deviendra votre conseillère particulier. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a traité toutes celles qui ont déjà été posées. Et voilà. Je ne sais pas si Benjamin, tu as le dernier mot. J'ai peut-être juste un petit mot encore à rajouter par rapport à la question qui avait été posée, oui. Donc sur la renégociation, etc. Faut aussi savoir, ça m'est venu à l'esprit effectivement, que le porteur de projet, s'il était amené à être fragilisé, s'il était amené à faire défaut, ou bon, c'est quelque chose qu'on n'espère pas, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut savoir qu'on a une garantie qui est émise par la société Vircon. Donc, comme je le présentais, c'est en fait l'actionnaire de la société Montant Solar, qui est un groupe donc, à l'international qui pèse plusieurs millions d'euros, qui elle-même, dont l'actionnaire c'est le groupe SAP. Donc c'est un gros groupe également. Et donc c'est une société qui est très solide. Et cette société-là, Vircon, a émis en fait une garantie dans laquelle elle s'oblige à rembourser donc à la fois les intérêts et le capital s'il y avait un souci au niveau de ces remboursements. Donc, c'est-à-dire si la société PSTW SAS était amenée, comme je disais, on ne l'espère pas, mais était amenée à faire défaut, la société Vircon serait obligée légalement de reprendre toutes ces créances-là et de rembourser
donc à la fois les intérêts, le capital, et serait donc obligé de vous rembourser à vous les montants investis. Et pour que, j'ai envie de dire, pour que la société PSTW et Vircon fassent toutes les deux faillite en même temps, je pense que pour le coup, voilà, ça serait un cas de force majeure extrême. Voilà, c'est ça, ça me paraît très, très improbable. Quelqu'un me pose la question de savoir si ce webinaire a été enregistré et s'il sera possible de le revoir ultérieurement. La réponse est oui. Vous aurez l'option de le revoir directement sur la plateforme Livestorm, soit sur YouTube. Nous allons poster la vidéo sur YouTube et le lien sera disponible depuis la page projet de manière très simple. Alors, il y a un monsieur qui a déjà participé au financement du projet de Terryl Vandel. Il avait eu beaucoup de mal à atteindre l'objectif sur Enerfip et c'est aussi le cas pour ce projet. Et oui, et c'est vrai, Terryl Vandel, ça avait été compliqué de collecter de l'argent et là, c'est le cas aussi sur Diazen Porcelette. C'est une zone où on n'a pas beaucoup la communauté d'Enerfip est relativement limitée. Donc, on essaye de faire beaucoup de communication en local à travers la presse et même la distribution de prospectus. Voilà. D'ailleurs, je pense que certains participants ont eu connaissance à travers ces deux moyens de communication. Alors, la question est, par rapport à d'autres projets, pourquoi on a plus de mal sur ce projet? Pour moi, il y a un facteur considérable en fait, qui est le fait que à l'heure actuelle, on est en Moselle et dans l'appel d'offres, en fait, on a l'obligation du coup de récolter pour le financement participatif dans le département du projet et dans les départements limitrophes. Ce qui fait que pour la Moselle, donc on récolte de l'argent en Moselle, mais également dans le Bas-Rhin et en Meurthe-et-Moselle, ce qui fait 3 départements en tout. Là où d'autres projets ont finalement par exemple, je ne sais pas, en région parisienne ou autre, ou n'importe, en France, c'est un département où il y a beaucoup plus de départements limitrophes qui vont être, du coup, il va y avoir 8 départements autour de ce département, ça va faire 9 départements en tout, et une population beaucoup plus grande, alors que nous, en fait, tous les départements limitrophes, donc au nord de la Moselle, donc c'est l'Allemagne, ne sont pas en mesure de participer à ce financement participatif, malheureusement. On a eu d'ailleurs beaucoup de personnes de l'autre côté de la frontière, des Allemands qui étaient intéressés, qui auraient souhaité investir dans ce financement participatif. On a eu beaucoup d'appels par rapport à ça, mais malheureusement, on ne pouvait pas leur proposer d'investir puisque ces personnes n'avaient pas de domicile, en fait, dans les 3 départements qui étaient concernés. Donc pour nous, c'est l'explication majeure qui explique notamment pourquoi on a, par rapport à d'autres départements, un peu moins de participation. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Une chose que je n'ai pas précisée pour les gens qui découvrent Enerfip, c'est qu'on fait appel à l'épargne. Et c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est très, très réglementé par l'autorité des marchés financiers. Et ça n'a pas été précisé dans la présentation, mais le Enerfip est évidemment se place tout à fait sous cette réglementation et c'est l'autorité des marchés financiers qui a attribué l'agrément qui permet d'exploiter notre plateforme et on a réalisé tout un dossier qui permet d'encadrer notre activité et de respecter un certain nombre de procédures. Donc on est un acteur qui a tout à fait légitime à faire de l'appel public à l'épargne. Alors, on a donc 2 nouvelles questions. Par rapport à
À ces questions-là, peut-être si je peux me permettre de répondre. Vas-y, En fait, dans tous les cas, peu importe le montant qui sera collecté. Alors, je vais juste répéter la question pour les gens qui… Oui, bien sûr. que se passe-t-il si la collecte n'atteint pas le montant espéré? Alors en fait, peu importe le montant qui sera collecté, c'est-à-dire qu'on récolte 100 000, 200 000, 300 000 euros, dans tous les cas, l'investissement qui aura été fait, les personnes qui auront investi dans ce financement participatif auront la possibilité donc, de participer au capital de la société, enfin, via des obligations convertibles en actions. Ce qui aura été souscrit sera émis dans tous les cas. Vous pourrez le voir notamment dans le contrat des obligations convertibles en actions qui doit être dans le document d'information réglementaire, si je ne me trompe pas. Il y a une clause en fait qui indique que du coup, on est en mesure, si on n'atteint pas l'objectif, d'émettre quand même ce qui a été souscrit. Et nous, on n'a aucun problème avec ça. Je vais peut-être juste aussi revenir sur la question précédente, parce qu'en fait, on parlait d'objectifs. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre guillemets à ce niveau-là. En fait, ce que nous, on considère comme objectif, ce sont les 400 000 euros qu'on a définis, sachant que sur Terril Vandel, on avait défini un objectif de 300 000 euros qui avait été dépassé puisqu'on a récolté 400 000 euros. Donc, à notre sens, l'objectif était atteint. Il ne faut pas confondre ça avec le plafond, qui est en fait la somme maximale qu'on va pouvoir récolter. La somme maximale, elle est d'1 150 000 euros. On sait que c'est une grosse somme, comme je disais auparavant, sur peu de départements avec moins de population que sur d'autres projets. Donc, on est totalement, on sait pertinemment qu'il y a des chances pour qu'on n'atteigne pas ce plafond de 1 150 000 euros. Bien sûr, si on arrivait à l'atteindre, on en serait ravi. Si on n'atteint pas ce plafond, ça ne changera pas grand-chose. Et comme je disais, ce qui aura été souscrit sera émis dans tous les cas. Et y compris la bonification de la CRE si l'objectif n'est pas atteint. Si le plafond n'est pas atteint. Tout à fait, absolument. En fait, pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails, il faut savoir qu'on a en fait d'autres moyens pour, je dirais, ce qui ne sera pas atteint en financement participatif sera apporté via d'autres types d'instruments financiers qui ne sont pas des fonds propres et qui permettront du coup de combler entre guillemets ce manque et ne mettra pas du tout en péril du coup la bonification liée à l'appel d'offres. Pour nous, le principal critère au niveau de cet appel d'offres, c'est surtout d'avoir au moins 20 personnes, donc physiques ou morales, qui ont investi dans notre financement participatif, puisque c'est le critère minimum qui est fixé par l'appel d'offres et qui est largement atteint, puisqu'on est à plus de 60 personnes qui ont investi. Donc là-dessus, on n'aura aucun problème pour bénéficier de la bonification liée à l'appel d'offres. Merci d'avoir précisé ça, Benjamin. Aucun problème. Alors, l'AO creux, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, peut-être qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est, Benjamin. Bien sûr. Donc, la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, qui est un organe qui dépend d'un organisme d'État, qui dépend du Premier ministre, si je m'abuse, qui organise des appels d'offres qui vont permettre d'attribuer les tarifs, les fameux tarifs qui seront par contrat ceux auxquels EDF achètera l'électricité et qui sont donc subventionnés, maintenant plutôt légèrement par l'État, et qui font l'objet de bonification, ces tarifs, dans le cas où le porteur de projet s'engage à réaliser un financement participatif. C'est le cas pour Montant Solar. Et donc voilà, l'engagement de faire un financement participatif pour bénéficier du bonus. La contrepartie, c'est de respecter un certain cahier des charges, dont la condition géographique pour participer à cette collecte. Quel est actuellement le niveau des sommes collectées? Alors, je regarde ça tout de suite. On est à 120 000 euros et 66 personnes ont participé à date. Tout à fait. Alors, il faut savoir que les dynamiques de collecte, c'est souvent soit au tout début que ça cartonne, soit tout à la fin. Au milieu, c'est en général plus difficile à faire investir les gens intéressés.
Et là, il se trouve que sur Dizaine pour Solette, on arrive quand même plutôt à la fin, puisque c'est quand même un projet qu'on a en ligne depuis 3 ou 4 mois, je crois, depuis août. Donc, on arrive quand même plutôt à la fin et on devrait voir s'accélérer les investissements dans les jours et semaines qui viennent jusqu'à la clôture fin décembre. Enfin, mi-décembre. Voilà. Les sommes versées sont-elles rémunérées à partir de leur versement par les particuliers? En général, non. Ça peut arriver sur certaines collectes qui sont très, 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 très longues. Sur Dizaine Porcelette, ça ne sera pas le cas. Et le versement, enfin, la rémunération commence à la date de clôture. Donc, c'est le jour où on vire les fonds du compte Enerfip vers le compte bancaire du porteur de projet, pour simplifier. Ça, ça interviendra mi-décembre. Allez-vous ouvrir au niveau national? Non. Alors là, je crois que la question, c'est on parle de la collecte. Et donc, comme j'ai expliqué, c'est un projet qui a été lauréat de la Commission de régulation de l'énergie et qui bénéficiera d'un bonus s'il respecte le cahier des charges défini par la CRE pour le financement participatif. Et cela interdit d'ouvrir à tout le monde l'investissement. Hélas, si vous n'êtes pas dans un des 3 départements concernés, à savoir la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin, eh ben, vous ne pourrez pas investir sur ce projet. Alors nous, peut-être petite remarque, nous on aurait été ravis de pouvoir l'ouvrir au niveau national, de pouvoir récolter une somme plus importante en passant au niveau national. Malheureusement, comme le disait Léo, on n'est pas en mesure puisque on est obligé de restreindre notre financement participatif aux 3 départements qu'on a cités avant. Maintenant, étant donné qu'on ne l'ouvre pas au niveau national, on voit aussi, je dirais, le bénéfice que ça peut avoir au niveau local, à savoir que ce sont vraiment les personnes autour de ce projet-là qui vont pouvoir bénéficier des retombées financières. En ce sens, c'est également intéressant pour ces collectivités et ces investisseurs-là. Il y avait ensuite une prochaine question. À qui bénéficie le bonus de la CRE? Donc, le bonus de la CRE nous bénéficie en fait à nous, c'est-à-dire qu'on va avoir un bonus sur la revente du prix d'électricité. Donc, pour être tout à fait transparent, il est de 3 € du mégawatt-heure. Donc, c'est-à-dire que sur chaque mégawattheure qu'on va revendre, on va avoir, étant donné qu'on a organisé ce financement participatif, un bonus de 3 € du mégawattheure sur l'électricité qui est revendue. Ça correspond à un peu moins de 5%, je pense, de chiffre d'affaires en plus, c'est ça, Benjamin? Ça doit être ça, ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Donc, en fait, c'est une rémunération qui est offerte aux porteurs de projet, mais qui, en fait, il va directement reverser, entre guillemets, à vous. Et en fait, c'est une façon qu'a trouvé la CRE d'essayer d'améliorer la connaissance de ces projets, d'avoir ce type de réunion d'ailleurs, hein, c'est typiquement l'objectif de la CRE avec ce bonus, c'est d'inciter les porteurs de projets à parler de leur projet, à faire de la com, à impliquer les gens dans les projets, peut-être les inviter à l'inauguration, ce genre de choses. Et je ne sais pas si c'est dans les plans de montant solar, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement sur Enerfip. On tient à informer les gens du projet. Une fois qu'ils ont investi, ça ne se limite pas à juste toucher les intérêts pendant la vie du produit financier. Il y a une vraie relation qui s'installe. Alors, on n'envoie pas non plus des infos tous les 4 matins, mais quand il se passe quelque chose d'important, on le signale. Une inauguration, une production exceptionnelle, ce genre de choses. Et voilà, donc l'objectif de la CRE en subventionnant ce type d'épargne, c'est de faire parler de la transition énergétique et d'intéresser au sens propre et figuré les riverains des projets. Je suis tout à fait d'accord avec Léo. Effectivement, pour nous, c'est un bon moyen de communiquer sur le projet, à la fois via des réunions telles que celle-là, mais également, comme Léo disait, après le projet.
On a envoyé un petit mail dernièrement pour informer les investisseurs de Terril Vandel que du coup, voilà, où est-ce que ça en était. On a envoyé quelques photos, on a indiqué que la mise en service avait eu lieu, qu'il y avait eu une inauguration à laquelle on aurait souhaité d'ailleurs inviter tous les investisseurs. Malheureusement, crise du Covid oblige, on n'a pas été en mesure de le faire, puisque ça aurait, voilà, on n'a pas pu rassembler autant de monde. Mais pour nous, c'est vraiment un moyen effectivement de garder le lien avec ces personnes-là qui sont investies dans le projet. Sur Terril Vandel, par exemple, on espère d'ici à ce que, bien sûr, à voir en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, mais on espère pouvoir organiser notamment une visite sur place pour que les gens qui ont investi dans le projet puissent voir concrètement ce dans quoi ils ont investi. Et pour nous, oui, effectivement, c'est un vrai moyen de garder le lien avec ces personnes-là qui se sont investies dans le projet. Alors, on le retrouve aussi, une question, enfin, une petite anecdote intéressante, c'est quelque chose qu'on voit sur tous les projets à dimension territoriale comme ça. Le niveau d'investissement des gens est en général plus élevé que quand on a des collectes ouvertes à tous, parce que justement, il y a une adhésion qui est liée à l'aspect local de la collecte, quoi. Et les gens s'investissent plus dans ce type de collecte que sur d'un projet entre guillemets lambda, quoi. Donc c'est quand même un objectif qui est plutôt bien rempli au niveau de la Creux d'inciter à ce financement participatif. Qui ne sera pas forcément éternel parce que alors ça ces appels d'offres évoluent au cours du temps. On a eu des appels d'offres différents. On a eu au début c'était essentiellement sous forme de prêt. Maintenant c'est plutôt sous forme d'investissement comme ça au capital avec une vraie prise de participation au capital. Donc on verra comment ça évolue au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, au niveau des porteurs de projets, je crois que, et c'est particulièrement vrai pour Menton Solar, il y a une vraie conviction maintenant que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça procure de l'échange et ça procure de l'intérêt en fait au niveau du public. Là où auparavant on pouvait avoir un peu de les gens ne vont pas forcément aux réunions publiques qui se passent autour d'eux, les concertations publiques. Bon, elles se déroulent correctement, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui se rendent à ces réunions ou qui participent. Et donc, c'est vrai que quand on commence à inciter les gens avec un petit intérêt financier, il y a quelque chose qui se crée et qui ne se serait pas forcément créé autrement. Est-ce que y a encore des questions? Sinon, je pense qu'on arrive au bout. Encore une fois, vous aurez l'opportunité de nous envoyer des mails, de nous appeler au téléphone, NRFIP. Et même si l'exercice vous plaît, vous plaît vraiment, vous aurez l'opportunité de participer à d'autres webinaires puisqu'on fait 2 ou 3 autres dates dans les 2 prochaines semaines. Donc, ce sera une nouvelle opportunité d'échanger. La date de clôture est-elle ferme? Sauf si on remplit, oui, elle est ferme, sauf si on remplit la collecte de 1 million d'euros avant. Donc il peut y avoir, alors c'est pas vraiment un risque, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on ferme de manière anticipée, ça veut dire qu'il y a eu un bel engouement. Sur Diazen Porcelette, on ne devrait pas avoir ce problème. Mais on ne sait jamais. Non, normalement, elle sera ferme, mais normalement, elle sera pas. Voilà, il n'y aura pas de fermeture anticipée. Alors, quand la collecte est remplie, on ouvre ce qu'on appelle la liste d'attente au cas où un des investisseurs se désiste au dernier moment. Par exemple, si quelqu'un ne fait pas son virement ou quelque chose comme ça. Donc, même quand le montant est atteint, ça peut valoir le coup de participer au cas où une place se libère. Benjamin, je te propose d'arrêter là, sauf s'il y a une nouvelle question qui apparaît. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci d'avoir participé avec des questions très intéressantes. Merci pour votre participation. On nous dit merci, tant mieux. Allez, au revoir.
Au revoir.